Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 20 février et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'Augustin Delcourt, un jeune homme qui est certain d'avoir croisé le regard de la femme de sa vie dans un train entre Paris et sa banlieue. C'est une nouvelle de Françoise Mangeot intitulée « La blonde du train d'Argenteuil ». Et juste avant cela, une séance de relaxation pour identifier et laisser aller ses émotions. Si ce podcast vous aide à trouver le sommeil, je vous remercie de prendre quelques secondes pour le noter ou le commenter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez pu profiter un peu de l'allègement des restrictions sanitaires. C'est la fin de l'hiver dans tout juste un mois. Le printemps arrive à grandes enjambées, et avec lui un peu de douceur et la perspective de jours nouveaux. Notre séance de relaxation ce soir vise à reconnaître ses émotions, à les accepter et à les laisser aller. Fermez les yeux et prenez quelques instants pour vous autoriser à refermer cette journée. Dans un premier temps, observez simplement vos sensations, vos émotions, ce qui vous passe par la tête, et notez simplement votre état général. Qu'il s'agisse de fatigue, d'appréhension, de tristesse, d'excitation, on passe tous par une ribambelle d'émotions positives et négatives, et c'est tout à fait normal et naturel. Autorisez-vous simplement à faire un constat, à observer votre état général, sans jugement, en acceptant la manière dont vous vous sentez. Observez où se situent ces émotions dans votre corps, la manière dont elles s'expriment, et si elles créent des tensions musculaires que vous pourriez relâcher. Je vais à présent vous demander de prendre une première inspiration, longue et profonde, en rassemblant toutes ces émotions, quelles qu'elles soient, et de relâcher ce qui vous pèse à l'expire, de les laisser aller. À nouveau, une grande inspiration, en rassemblant toutes ces émotions, et on relâche ce qui nous pèse à l'expire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser une main sur votre ventre ou votre poitrine. Souvent, nos émotions s'apaisent et se calment simplement car on leur a laissé la possibilité de s'exprimer et d'émerger. Prenez un petit instant pour détendre tous les petits muscles de votre visage, votre mâchoire, votre langue, le point entre vos deux sourcils, et votre front. On va à présent finir par une courte méditation
Il s'agit simplement de se concentrer sur sa respiration, sur les mouvements qu'elle provoque, à chaque inspire et à chaque expire. Sans avoir aucune attente, en étant tout simplement présent, attentif à son corps, à ses mouvements, à sa température, à sa position sur le matelas. À l'air que l'on inspire et que l'on expire. À notre ventre qui monte et qui descend. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Françoise Mangeot, la blonde du train d'Argenteuil. Augustin Delcourt était un homme comme tant d'autres, encore jeune mais déjà plus un jeune homme, avec un physique assez ordinaire. Né dans une famille de cadres moyens, il y avait coulé une enfance heureuse et paisible. Il avait fait sans conviction mais correctement des études moyennes, décroché assez mollement quelques diplômes de comptabilité, qui lui avaient permis d'intégrer sans effort le staff de gestion d'une compagnie d'assurance. Il s'était acheté, non loin de chez ses parents, un petit pavillon avec jardin où il vivait dans une solitude irrégulièrement entrecoupée de visites, parfois de courts séjours, de blondes interchangeables. Car Augustin Delcourt, pourtant si mesuré en toutes choses, était dans ce domaine d'une véritable intransigeance. Il n'aimait que les blondes, les vraies blondes. Et il faut bien avouer que dans ce registre, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il avait rencontré un certain nombre de charmantes jeunes femmes, avait été souvent séduit, tenté même quelquefois de pérenniser l'aventure, mais avait aussi été trop souvent déçu. Il arrive toujours un moment crucial où se découvre la vérité toute nue. Il avait ainsi connu des presque blondes, mais pas tout à fait, des châtains améliorés et même des brunes peroxydées. Augustin avait acquis une vaste expérience en la matière et conforté son attrait intangible pour la blondeur véritable. Et de petites déceptions en grosses désillusions, à 35 ans passés, il était toujours célibataire. Ce soir-là, Augustin Delcourt rentrait chez lui de mauvaise humeur. Il avait dû rester au bureau plus tard que d'habitude pour fournir un rapport imprévu, ce qui lui avait fait manquer le pot sympathique offert par un collègue qui fêtait la naissance de son premier enfant. À 7 heures, à la gare Saint-Lazare, les trains étaient moins fréquents, et il avait attendu une bonne dizaine de minutes sur le quai numéro 8, direction Argenteuil. Il avait rarement l'humeur chagrine, étant d'un naturel peu soucieux. Mais ce soir, il était déçu.
À l'approche imminente de la quarantaine, la vie de célibataire commençait à lui peser. Les rires et les chamailleries des 2 enfants de sa sœur cadette, auxquels il servait volontiers de baby-sitter, lui laissaient comme un regret quand il les quittait. Son pavillon de banlieue lui semblait alors vide et tristouné. Il jouissait d'une situation moyenne mais confortable, d'une bonne santé, d'un caractère pondéré, capable de tendresse et de romantisme, et possédait aussi quelques atouts non négligeables qui ne se révélaient toutefois totalement que dans l'intimité. Il ne faisait nul doute qu'Augustin aurait pu convoler depuis longtemps, n'eût été son exigence de blondeur parfaite. Le train cahotait sur ses rails, tremblant de toutes ses tôles lorsqu'il croisait les convois en sens inverse. Dans un atroce grincement de frein, le train s'arrêtait à la gare du Stade, dernière étape avant son terminus. Les quais de la gare, orientés plein ouest, étaient inondés de la lumière rousse du soleil couchant. Venant d'Argenteuil, un train s'arrêtait au même moment que celui de Paris. Augustin, jusque-là légèrement affaissé dans son coin de banquette, sursauta, le cœur battant la chamade, la bouche sèche, les mains moites et l'œil ébloui. Là, dans le train montant sur Paris, à quelques centimètres lui faisant pratiquement face, une jeune femme blonde abandonnant sa lecture levait les yeux sur lui. La rencontre de son regard redressa Augustin sur son siège. Contre toute raison, il sut dans l'instant et de certitude absolue que cette femme, inconnue et étrangement familière, était celle qui l'attendait, qui lui était destinée, qui allait changer le cours de sa vie, que sans elle, rien n'aurait la même saveur. Tout aussi vite, Augustin passa de la surprise éblouie au désespoir. Il chercha frénétiquement le moyen d'ouvrir ses vitres closes, faillit se lever pour courir sur le quai et réalisa l'inanité de toute action. Inexorablement, dans des grincements jumelés qui lui déchirèrent le cœur, les 2 trains repartaient à contresens l'un de l'autre. Sa dernière vision fut celle des 2 lèvres roses, ourlées à chavirer un sein qui s'étirait en relevant les commissures et s'entr'ouvrait dans un sourire tendre sur des quenottes nacrées, un sourire qu'il reçut comme un coup de poignard dans un déferlement de bonheur. Les jours qui suivirent furent chaotiques et pénibles pour Augustin. Oscillant entre un optimisme fébrile et une détresse atone, il se voyait tantôt la retrouvant et jouissant d'une infinie félicité, tantôt finissant sa vie en solitaire. Il s'endormait difficilement, sombré dans un sommeil agité, plein de visions indistinctes. 100 fois, il crut la retrouver dans un train, sur un quai, dans la rue. Et puis Augustin eut un déclic, il ne renoncerait pas à la retrouver. Jamais ne l'effleura la supposition que la blonde apparition puisse ne pas répondre à ses sentiments. Son regard, son sourire, gravés sur sa rétine, l'avaient convaincu de la réciprocité de leur émotion. Il fallait forcer le destin, mettre toutes les chances de son côté, et pour commencer, aborder la recherche avec méthode. Le livre entre ses mains laissait penser qu'elle n'était pas une voyageuse occasionnelle. D'ailleurs, il ne voulait même pas envisager qu'elle pût être de passage. Le train dans lequel il l'avait vue partait d'Argenteuil pour Saint-Lazare. À cette heure-là, la plupart des voyageurs rentraient chez eux ou allaient passer la soirée à Paris. Mais allait-elle jusqu'à Paris? Elle pouvait travailler à Argenteuil et descendre à n'importe quelle station intermédiaire. Il se procura la fiche des horaires de la ligne, établit des diagrammes de probabilité, des plans d'action. Il surveillerait tous les trains qu'elle était susceptible de prendre, toutes les stations où elle descendrait peut-être. Novembre apporta un temps instable, venteux, mouillé. Les halls de gare étaient froids, parcourus de courants d'air assassins, et Augustin, fatigué et transi, relâcha sa surveillance. Il ne s'avouait pas à lui-même être découragé, mais une certaine résignation triste l'envahissait. Il commençait à douter. Il s'avoua qu'il était stupide et prit la résolution de revenir à ses habitudes, de cesser ses recherches et de reprendre le cours de sa vie. Noël approchait à grands pas. Comme habituellement, il rassemblerait toute sa famille.
Augustin trouva un apaisement, un certain oubli dans l'effervescence des achats indispensables. Dès janvier, avec loyauté, il s'efforça d'appliquer ses résolutions. Et s'il lui arrivait encore de temps à autre d'arpenter quelques quais, de scruter les passagers, ce n'était plus la quête forcenée qu'il avait menée durant près de 6 mois. En février, il eut 37 ans. Sa mère ne put s'empêcher de faire une discrète allusion au temps qui passait, aux enfants de ses 2 sœurs, puis se tut en voyant les yeux bruns de son fils s'assombrir dangereusement. Vint un nouveau printemps, les vacances. Il y avait maintenant presque 2 ans qu'Augustin avait rencontré sa blonde. Certes, il ne l'attendait plus depuis longtemps, mais trop souvent encore une chevelure dorée faisait naître en lui un regret amer, un ressentiment contre le destin. Un soir de début juillet, avant de rentrer chez lui, il décida de passer chez sa sœur comme il le faisait régulièrement. Il arriva devant la maison juste en même temps que son beau-frère, ce qui lui évita de sonner. Dès le vestibule, la maison retentissait de voix animées. Voix d'enfants à l'étage, voix de femmes dans le grand séjour dont Gilbert ouvrit la porte. Sur un canapé, Colette et une jeune femme blonde, côte à côte, riaient et s'exclamaient en feuilletant un album photo. Elles levèrent la tête d'un même mouvement à leur entrée, un large sourire aux lèvres et les yeux brillants. Et le cœur d'Augustin s'arrêta. Animée, souriante, les yeux brillants, elle était réellement séduisante, et il devait s'avouer avec une sourde et inexplicable irritation qu'elle lui plaisait beaucoup, même si ce n'était pas elle. Marie-Élise avait 31 ans. Directrice d'école dans un petit bourg alsacien, elle avait demandé une mutation pour se rapprocher de ses parents, revenus vivre à Argenteuil. Le repas était terminé, la nuit presque tombée. Vint l'heure de se quitter. Marie-Élise rentrait chez ses parents, dans la même direction qu'Augustin, juste quelques rues plus loin. Les rues étaient désertes. Des rondes virevoltantes d'éphémères, venues des berges de la Seine toutes proches, enturbanaient les lampadaires. Les talons hauts de Marie-Élise claquaient allègrement, réveillant au passage un chien qui leur grogna son mécontentement. Ils parlaient de leur enfance dans ce quartier, des changements survenus au fil du temps, les derniers champs remplacés par des immeubles collectifs, l'aménagement des bords de Seine en quartier culturel. Ils se quittèrent sur une poignée de main qui ne troubla pas Augustin. Il était calme. Il avait repris le contrôle de ses émotions et tenait ferme la bride à son imagination. L'inconnu de la gare lui avait bouffé une année de sa vie. Une année de vie perdue, une année de mal-être, de souffrance, d'espoir douloureux et toujours déçu. Pour être plus exact, il s'était lui-même enterré dans cette situation absurde. Comment avait-il pu agir ainsi? Il repensa avec une ironique amertume à un entrefilet découvert par hasard dans une de ces revues dépenaillées que l'on lit par désœuvrement dans les salles d'attente ou chez le coiffeur. Une lectrice demandait conseil au courrier du cœur. Comment attirer l'attention d'un homme qui prenait le même bus qu'elle tous les matins? Je ne le vois presque toujours que de dos, mais je l'aime, ajoutait-elle. Il se souvenait avoir souri de cette naïveté. Mais au moins elle le voyait tous les jours. Lui, qui passait aux yeux de tous et qui croyait lui-même être pondéré, mesuré, raisonnable, s'était bâti pour une vision fugitive, un roman à 2 sous pour midinette. Si encore il avait 20 ans. Mais à son âge. Il était rentré chez lui et se versait un verre d'eau qu'il se gourmandait encore de sa sottise. Pourtant il s'endormit avec sous ses paupières closes l'image d'une blonde radieuse. Mais il ne savait déjà plus si c'était l'inconnu du train ou Marie-Élise qui lui souriait. Les vacances terminées, le train-train quotidien avait repris sa place. Augustin rejoignait Marie-Élise pratiquement chaque soir. Ils passaient tout leur temps libre ensemble et rencontraient leurs familles de temps à autre le week-end. Des familles qui avaient accepté sans un mot leur liaison, leur accordant tacitement un statut de couple
les traitant comme tels sans jamais en parler. Un soir, elle le taquina sur ses conquêtes passées. Pourquoi n'avait-il jamais eu l'envie ou l'occasion de faire sa vie avec l'une d'elles? En filigrane de ces questions se profilait sans doute la véritable interrogation. Pourquoi moi? Il raconta son attrait presque exclusif pour les blondes, ses quelques courtes liaisons, ses aventures passagères, ses déceptions, ses lassitudes, puis l'apparition fugitive et envoûtante de l'inconnu du train. Il ne cacha rien de la folle recherche qu'il avait menée au mépris de toute raison durant plusieurs mois, ni de la difficile résignation des abusés qui avaient suivi. Il dit le trouble qui l'avait saisi quand il l'avait découverte dans le salon de sa sœur, les ressemblances indéniables, mais aussi les différences entre elle et son souvenir de l'inconnu, et les émotions contradictoires qui le malmenaient tandis qu'il s'efforçait de ne rien laisser paraître. Il dit aussi comment, sans même qu'il en prenne conscience, ses souvenirs de la blonde apparition s'étaient effacés devant elle. Un soir de printemps, Augustin, en rentrant, trouva sa femme affairée à fouiller dans le coffret de marqueterie dont elle avait fait sa boîte à bijoux. Tout en parlant, elle avait mis une boucle intacte à son oreille gauche et s'était levée, sans doute pour aller se regarder dans une glace. Le soleil oblique du soir de mai frappait les vitres, se reflétant l'une dans l'autre à l'infini, nimbant Marie-Élise d'une lumière dorée d'apothéose. Le souffle coupé, il regarda intensément cette femme, sa femme, retrouvant d'un seul coup l'incroyable émotion qui l'avait submergé 20 ans plus tôt dans le train d'Argenteuil. Les cheveux blonds dorés, le sourire si tendre et cette goutte de saphir à son oreille. Il l'attira vers lui, l'emprisonna dans ses bras, murmurant dans ses cheveux « Ma blonde, comme je t'aime. » Bonne nuit. Bonne nuit.